Eh ben, pour commencer, Sam, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Je m'appelle Sam Davies, je suis skipper du bateau Initiative K. Je suis anglaise, mais j'habite en France, en Bretagne. Et là, ça va être mon 4e Vendée Globe. Alors raconte-nous ton histoire avec la voile, parce que toi, tu es né sur un bateau et la voile a très vite fait partie de ta vie. Oui, je suis née à terre quand même, mais d'une famille des marins. Et mes deux grands-pères étaient marins professionnels en fait. Donc, il y avait un grand-père qui était commandant submarinier, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale à l'âge de 26 ans. Et il était aux commandes d'un sous-marin. Et il était très fort a priori. Et l'autre grand-père avait un chantier naval et lui il fabriquait des bateaux. Il a déjà fabriqué beaucoup de bateaux de travail, un peu de bateaux militaires, et puis mais son passion était la course au large, mais bateaux à moteur. Donc lui, il régatait sur les bateaux rapides à son époque. Et mes deux parents, donc ils étaient tous les deux les enfants des marins, déjà et passionnés par la mer. Et j'ai eu de la chance que mes parents avaient toujours un bateau. Au début, c'était un tout petit bateau moteur, et quand je suis née, ils avaient passé en voilier, puisque c'est plus safe quand on a un bébé à bord. Donc j'ai grandi un peu sur un bateau, à côté de l'eau, et, mais pour le plaisir, donc les week-ends, les vacances, et les aventures en famille depuis toute petite, voilà, pendant toute mon enfance en fait. Alors tu es quand même parti dans un cursus scolaire classique, tu es devenu ingénieur, mais rapidement quand même la voile et la course au large t'ont rappelé à l'ordre. Tu as eu envie quand même d'aller voir si tu pouvais pas tracer ton sillon sur la course au large. Euh, Pas exactement. En fait, moi j'étais passionnée au début par la natation synchronisée, donc rien à voir. Mais à force de naviguer, j'avais vu ces bateaux incroyables dans le Solent en Angleterre, et qui faisaient des grandes courses autour du monde, ou les Fastnet Race, ou l'Admiral's Cup. Et c'était des bateaux un peu du dernière génération, haute technologie. Et les bateaux me passionnaient. Les courses aussi, ça me faisait un peu rêver, mais j'ai jamais imaginé moi sur un de ces bateaux-là, parce que les courses, ça me semblait bien trop dur à faire et trop long. Mais j'étais passionnée par les bateaux, et je voulais rentrer dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que, en fait, je voulais être architecte naval ou ingénieur en bureau d'études ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire les études d'ingénieur, et j'ai eu ce que j'ai fait à Cambridge University. J'ai fait un Master of Engineering. Et donc pendant quelques années, j'étais aux études, et je regardais pas trop les bateaux pour pas être distrait par les bateaux, et pour bien faire ma diplôme avant aller ailleurs. Et donc moi, sur les bateaux, mes premiers pas dans la course au large professionnelle, en fait, c'était quand j'ai fait un stage avec un architecte naval anglais qui s'appelle Rob Humphreys, entre le bac et la grande école, comme vous dites en France. Et j'ai fait 9 mois de stage avec lui et dessiné des bateaux des courses autour du monde à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré un sorte de réseau des marins professionnels grâce à mon stage avec lui. Et en même temps, je naviguais un petit peu, je faisais des courses, des régates sur les habitables, parce que je commençais à bien aimer ça. Et donc j'ai mis un peu mon réseau d'architecte naval et ce réseau de début de passion de régater sur les bateaux ensemble, et ça m'a ouvert des portes en fait d'avoir un peu plus d'expérience dans la course au large. Et puis donc rapidement, la course au large arrive, première expérience en équipage, et puis va arriver l'envie de naviguer en solitaire quand même assez rapidement. Euh,
Et là, il y a ce franchissement de la Manche, tout simplement, parce que la course en solo, c'est plutôt en France que ça se passe. Oui, mais en fait, oui, mais pour moi, ça n'a pas passé si vite que ça. Et mes premiers rêves, en fait, quand j'ai commencé à rendre compte que j'étais capable de faire la course au large, et très au large et professionnel, moi, je voulais faire les tours du monde en équipage. J'ai eu cette opportunité de faire une trophée Jules Verne, donc mon premier tour du monde, j'ai été sélectionnée de faire partie de l'équipage. C'était un équipage féminin pour une tentative sur une trophée Jules Verne. Et quand j'ai eu mon contrat, jamais j'imaginais d'avoir un contrat de travail sur un bateau à cet âge-là. J'avais 22 ans. Donc à 23 ans, j'ai fait mon premier tour du monde et c'était un trophée Jules Verne. Et pour moi, c'était incroyable. J'ai appris énormément de choses et c'était vraiment une belle expérience qui a duré longtemps. Et après, j'ai fait un peu la préparation olympique, de voile olympique. Donc j'ai fait plusieurs choses avant basculer sur les courses en solitaire. Quand j'avais croisé une très jeune Ellen MacArthur qui moi, le tour du monde était fini et j'avais un peu de temps libre. Et du coup, j'ai aidé Hélène à préparer son premier route de Rome. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la course au large français et le course au large en équipage réduit, donc en double ou en solitaire. C'est grâce à c'est moi que j'ai fait à côté d'Hélène pour préparer cette première de Rome qu'elle avait fait. Et puis ça me donnait un petit peu envie, oui. Et donc déjà, est-ce qu'il y a des idées de Vendée Globe ou pas encore? Et Ah non, c'est pas du step tout. by step? Ah non, pour moi, le Vendée Globe, c'était, je ne voulais même pas faire parce que c'était pour c'était les fous aventuriers. Et moi, en fait, j'avais fait un premier course autour du monde en équipage, mais vraiment à la régate où il y avait, moi j'étais numéro 1 sur le bateau, il y avait des barreuses, ouais, c'était vraiment Cloisonné. ouais, cloisonné. Et après, je suis allée très vite en régate du match race et de la voile olympique, où c'est la régate pure et c'est haut niveau. Et pour moi, le Vendée Globe, c'était l'aventure. C'était pas la régate des bananes, les courses côtières, les empannages, la stratégie et tout ça. Et moi, j'étais passionnée par la compète et la régate. Et le Vendée Globe ne m'a pas attirée à ce moment-là, parce que c'est plus la solitaire du Figaro, les courses du Figaro, le mini-transat. Mini-transat parce que c'était une façon de rentrer dans ce milieu pour voir si c'est possible. Et puis la classe Figaro, les courses de Figaro, parce que c'est là où je trouvais l'équivalence de la voile olympique ou le niveau de régate sur cette course-là, qui avait quand même une sorte d'appel au large aussi. Mais oui, toujours au contact avec tous les bateaux. Et pour moi, oui, le Vendée Globe, c'était pas ça, c'était plus la maîtrise d'un bateau et de réussir à mener jusqu'au bout autour du monde. Et que à l'époque où je commençais la course au large, moi j'étais plus non, j'ai envie de me battre, me bagarrer côte à côte des autres sur les circuits plus petits. Donc c'est ce que tu vas faire pendant quelques années, en mini, en Figaro. Et à quel moment naît l'idée du Vendée Globe? Ouais, déjà de rentrer sur ce circuit, ces circuits, Mini Transat, la Solitaire du Figaro, en fait c'est là où je rencontre Michel Desjoyeux, Loïc Perron, un peu les stars du Vendée Globe à l'époque. Et puis je me rends compte que ouais, je découvre en fait la course, que j'avais vue un peu plus de l'extérieur depuis l'Angleterre, la course n'a pas la même image à l'époque en Angleterre. Et
Mais c'était plus juste de découvrir la course, pas imaginer moi sur la course, parce que pareil, j'étais sur le circuit Figaro et je voulais vraiment améliorer, je voulais rester là à progresser sur ce circuit-là. Mais à ce moment-là, là j'étais contactée par le projet Roxy, qui à l'époque c'était Anne Liardet qui avait fait un super Vendée Globe avec Roxy en 2000, oui, en 2004, c'est ça. Et à ce moment-là, Roxy voulait donner après Anne l'opportunité à quelqu'un d'autre. Il voulait changer de skipper et donc j'étais une des filles qui était contactée pour ce projet-là. Et c'est là où j'ai dit waouh, il me propose ça. Donc c'était en fait une signe. Pour moi, ça m'a aidé à me confirmer que j'étais prête et j'étais capable parce que quelqu'un vient me chercher pour faire ça. Et c'est juste là où je commence à vraiment penser au Vendée Globe. Et c'est un Vendée Globe qui va très bien se passer sur un bateau un peu mythique. Quand même, si les bateaux ont une âme, tu vas nous raconter, mais est-ce que celui-là en a une? Mais il avait déjà gagné 2 éditions, ce bateau-là. Raconte-nous ce qui t'en reste succinctement, mais de cette première édition qui t'a ensuite donné le goût de continuer, et 20 ans après, tu es encore là, sur cette course. Ça a porté quand même ta vie. C'était vraiment un chouette projet d'avoir quelqu'un et d'avoir Roxy qui sont venus et dit mais nous on veut toi et on veut que c'est toi qui fais à ta façon entouré par les personnes que tu veux, on a confiance que tu vas faire ça super bien. Et eux aussi ils voulaient quelqu'un, ils cherchaient un peu comme moi la performance ou un peu de compétitive où ils avaient fait un premier Vendée avec un très vieux bateau et ils avaient acheté ce super bateau mythique pour remonter juste un pas au niveau de performance. Mais en 2008, à ce moment-là, il y avait 11 bateaux neufs qui ont été construits. Et en fait, mon bateau Roxy, finalement, ils avaient upgradé par rapport à ce qu'ils avaient en 2004, mais finalement, sur papier, je crois que j'étais 25-26e en vitesse pure, parce que finalement, c'était un bateau avec une palmarès énorme, puisqu'il avait fait deux victoires. Mais le bateau, il était un peu plus ancien, donc j'avais quand même un vieux bateau en 2008. Mais j'avais de la chance parce que j'avais des moyennes et j'avais une super équipe et j'avais aussi l'anecdote que j'avais gardé un peu depuis la prépa olympique, le match race, le Figaro, à faire le mieux que je pouvais avec les outils que j'avais. Et donc j'ai gardé, même avec un vieux bateau, cet esprit de performance. Et puis ça a bien marché puisque j'ai fini 4e. Mais c'était aussi une année très très dure. Et donc j'avais un super bateau aussi puisque c'était un bateau qui avait déjà été fiabilisé par Michel et puis Vincent Rieu et leurs équipes. Et puis tenu super bien par mon équipe. Donc c'était un bateau qui était solide. Et je tombais sur une année très très dure où il y avait énormément d'abandon. Et je crois qu'on était 11 bateaux à l'arrivée sur 30 au départ. Pour cette course-là, la clé de la performance aussi était l'endurance et là où j'avais la chance et le sens marin aussi. Et puis on a réussi à monter petit à petit, doubler le flotte qui s'explosait un peu à droite à gauche avec ces conditions météo qui étaient très dures. Et puis j'ai fini 4e sur ce premier Vendée Globe qui était loin au-delà de ce que j'avais imaginé au départ que j'étais capable. Et du coup, ça t'ouvre des perspectives en te disant, bah ouais, c'est fait pour moi en fait ça. Oui, il y a deux choses, parce que quand c'est Roxy qui est venu me chercher. C'était pas, moi, je suis pas quelqu'un qui a rêvé de faire le Vendée Globe depuis que j'ai 10 ans, loin de là.
Après, je ne suis pas très rêveuse, je suis plus, c'est mon côté ingénieur. Donc, j'imagine faire les choses quand je sais que je suis capable de faire ça super bien. Mais donc, quand j'ai un peu signé de faire le Vendée Globe, j'étais wow, j'espère que déjà je suis fait pour ça et j'espère que ça va être plaisir et pas trop dur parce que on ne sait pas en fait avant qu'on fait un premier Vendée Globe si on est fait pour ça, si on va bien aimer. Et en fait, ça fait partie du Vendée Globe, du magie. Il y a toujours tellement de points d'interrogation. Même quand on a fait une, on ne sait pas trop pour la prochaine, mais pour la première, on dit j'espère que ça va. J'espère que. Parce que 3 mois, si on n'aime pas ça, c'est long. Mais je m'appelle juste après une semaine, ou déjà de commencer à naviguer sur le bateau, de faire les autres courses et préparer ce Vendée 2008. J'ai ressenti tout de suite que c'est pour moi, j'adore ça. Et donc, assez vite, pendant ce premier Vendée Globe, j'ai dit, mais il faut absolument que je refais ça. J'espère que ce n'est pas le seul fois de ma vie que je vais faire ça, parce que c'est trop incroyable. Donc déjà, c'est un côté plaisir, un côté je me rends compte que je suis capable et que j'aime bien ça. Même, je dis ça, mais il y a plein de moments où c'est hyper dur. Et sur le moment, pourquoi je fais ça? Mais la plupart du temps, c'était j'ai hâte, j'espère que je vais avoir une deuxième opportunité de faire le Vendée Globe. Et puis le fait que j'ai fini 4e, j'ai fait la preuve aussi à moi-même que, en fait, j'étais à 1h20 du podium. J'étais bien plus loin du vainqueur parce qu'il y avait des gros écarts entre 1, 2, 3, mais je dis, en fait, je peux faire. Là, j'avais un vieux bateau. Si j'ai quelque chose, si je suis aux armes égales, là, en fait, je suis capable à faire quelque chose de bien. Donc, c'est non seulement le fait de dire, là, j'ai envie, j'ai hâte de refaire, mais aussi, en plus, je peux vraiment faire une perf. Est-ce que cette première édition, ce souvenir un peu, je ne sais pas comment tu le bichonnes, tu le caresses, est-ce que ce souvenir a servi de moteur pour le reste, pour retrouver ce plaisir de la première édition? Oui, carrément. Le souvenir, cette première édition, je pense que ça reste, je pense pour tout le monde, le premier Vendée Globe, ça reste gravé dans la tête, quoi qu'il arrive. Mais et c'est sûr, il y a les gens qui me demandent, mais pourquoi tu vas bien une 4e fois? Et je dis, en fait, c'est parce que je cherche encore ce que je sais que je suis capable, que je n'ai pas encore réussi à faire depuis cette première édition en 2008. Il y a 4 ans, c'était une édition qui était avec un bateau compétitif. Tu as rencontré des difficultés. Tu as fait le choix quand même de continuer la course hors course, mais de continuer le tour du monde plus exactement. Quel souvenir tu gardes de cette édition et de ce tour du monde quand même, et donc quand même éprouvant, quand même fatigant, quand même joyeux, quand même avec des moments de bonheur, mais ça a dû être quand même un truc très particulier. Ah oui, la dernière édition, je pense que j'ai jamais été autant dans les émotions haut et bas, parce que oui, c'était vraiment une épreuve très difficile sur le moment, mais quand j'ai passé, et je dis la ligne d'arrivée, mais c'était même pas la ligne d'arrivée pour moi parce que j'étais hors course, mais quand même, même l'organisation, je crois qu'il était là, ils avaient mis quand même la ligne pour moi. Quand j'ai passé cette ligne et j'ai remonté mon bateau dans les chenals des Sables d'Olonne, j'avais l'impression une victoire incroyable, d'avoir réussi à boucler le boucle malgré tout ce qui était tout ce qu'on a reçu pendant ce tour du monde qui était très très dur et pour moi c'était un énorme apprentissage et découverte de où sont les limites et puis aussi pour moi je pense que avant ce Vendée Globe et avant chaque Vendée Globe on a une pression énorme
on a tous envie de finir le Vendée Globe, de revenir au Sables d'Olonne. Et mon premier Vendée Globe, j'ai eu la chance, j'ai fini en plus au 4e. Et donc, j'ai souvenir de monter le chenal. Je pense que depuis que je navigue sur Initiative K, c'est encore plus fort. Mais quand on fait le Vendée Globe, on a envie de finir. Et donc, on nous met une pression énorme. À finir, il faut finir à tout prix. Ouais. Peut-être pas tout le monde, mais moi, en tout cas, j'ai toujours voulu boucler le boucle à point où, oui, je prends un peu plus de nourriture en disant si j'ai une panne, je veux continuer lentement, mais je veux finir quand même. Et du coup, là, avant ce Vendée Globe-là, je pense, depuis que je navigue avec Initiative Cœur, qui est un projet qui défend une cause aussi, en fait, j'ai 2 raisons de boucler le boucle, parce que si j'abandonne la course, j'ai vécu ça sur d'autres courses, le fonction un clic un cœur, ce qui ça nous permet de lever l'argent pour sauver les enfants avec Initiative Cœur. Si j'abandonne plus tôt dans la course, bah, tout s'écroule en fait. Et les clics s'arrêtent, les dons réduisent, et puis on va sauver moins d'enfants. Donc moi, en plus de la pression du Vendée Globe pour les sponsors, pour moi, pour le public, que j'ai envie de finir la course, en fait, j'ai cette pression-là pour sauver les enfants. Il faut aussi finir la course. Et j'ai rendu compte après, assez longtemps après l'édition 2020, qu'en fait, j'ai parti en 2020, mais avec une pression énorme à finir. Et c'est encore plus la déception quand on a un avarie. Et là, en plus, c'était une avarie sur un accident qui m'a fait peur, qui m'a cassé les côtes, qui m'a fait mal. Donc tout ça s'ajoutait, en fait, c'était des émotions hyper dures à gérer à Cape Town quand j'ai abandonné le Vendée Globe. Mais par contre, le fait d'avoir travaillé avant dans ma tête, avec ma famille, avec l'équipe, en disant si jamais quelque chose arrive, on va essayer à tout prix de boucler hors course la course, parce que pour moi c'est important de emmener mon bateau autour du monde quand même. C'est un bateau incroyable, une opportunité incroyable. Et qu'on a réussi à repartir, réparer le bateau, moi repartir. En fait, ça m'a fait une preuve que en fait, c'est moins grave que ça d'abandonner le Vendée Globe, parce qu'on était capable, avec le projet Initiative K, à faire quelque chose d'incroyable et quelque chose de belle, et même sauver plus d'enfants que peut-être j'aurais pu si j'avais été en course. Et ça m'a en fait eu cette expérience 2020 qui était hyper dure, hyper riche en émotions, solidarité. Il y a plein de choses, des hauts, des bas, très bas, et puis revenir. Pour moi, finalement, ça m'a été une boost de confiance et aussi un soulagement de dire, en fait, maintenant, je suis là en 2024 et j'ai beaucoup moins de cette lourdeur de il faut finir pour sauver les enfants. En fait, je sais qu'on est capable à faire, quoi qu'il arrive, quelque chose d'incroyable chaque fois on part sur le Vendée Globe. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Peut-être c'est l'expérience, je ne sais pas. Ce cycle-là de 2024, tu as upgradé ton bateau pour le faire suivre le niveau sportif qui a continué à monter. Il y a une concurrence incroyable, un niveau sportif passionnant, et tu as confirmé ces 2 dernières années que tu étais l'une des actrices de ce match aux avants de la flotte. Ça veut dire que sportivement, tu as encore plus d'ambition que tu n'en as jamais eu? Je pense que j'ai toujours eu des ambitions sportives. Ça n'a pas changé, mais là, enfin, que j'ai de la chance de partir quasiment aux armes égales des favoris. Et ça, c'est incroyable. Et, c'est vraiment, je suis hyper fière, et je me rends compte de la chance que j'ai aussi d'avoir ce soutien dans ce projet Initiative Cœur. On n'a pas le plus gros budget ou la plus grosse équipe, mais c'est un projet qui monte en puissance, et qui vont aussi reconnaissent que la performance est importante, même si on navigue aussi pour sauver les enfants. Et on a 2 objectifs, mais cet objectif performance est important aussi pour l'association. Oui, j'ai de la chance d'avoir
un nouveau bateau. Pour moi, j'ai jamais eu ça. Donc le bateau Initiative K4 avec qui je vais faire ce Vendée Globe était construit en 2022. On a fini chez nous à Lorient avec l'équipe Initiative K, avec l'équipe technique. Et le bateau c'est pas complètement dessiné autour de moi parce que c'est un V2 d'un manoir de 2020. Mais j'ai eu la chance de pouvoir participer dans le parti design du bateau pour essayer d'adapter sur les choses, la façon que je navigue, avec l'expérience que j'ai depuis les autres Vendée Globe, et travailler avec Sam Manoir, avec mon équipe technique pour essayer de mettre le bateau comme ça marche le mieux pour moi. Et donc, ça c'est une chance énorme d'avoir ça. Et alors, tu t'attends à quoi sur ce Vendée Globe-là? Sportivement, j'entends. Sportivement, voilà, c'est là où c'est top de partir avec un bateau. Je pense qu'il y a des bateaux qui sont encore plus neufs que le mien, puisque c'est un design de 2020, le mien. Donc, mais on a eu la chance de mettre des nouveaux foils cette année. J'ai fait la preuve sur ces 2 transats au début de cette année que mon bateau et moi sont capables d'aller vite et parfois, oui, au moins rester dans le match. Donc moi, je cherche ça en fait sur ce Vendée Globe de pouvoir faire le tour du monde entier sans collision. Bien sûr, on va voir les avaries, tout le monde a les problèmes, mais si je peux faire ce Vendée Globe en restant dans le match, et c'est ça que je cherche de faire la régate tout autour du monde. Et j'ai eu la chance en 2020, j'étais dans le match au début, mais avec un bateau un peu plus ancien, c'était quand même un bateau d'occasion que j'ai eu en 2020. Jusqu'à j'ai eu cette collision. Mais après, j'étais déçue, j'étais plus en course et c'est pas pareil. Donc pour moi, c'est ça, c'est de naviguer comme je sais faire et comme j'ai fait sur les 2 transats du début de cette année 2024. Mais pendant les 70 jours qu'on va faire tout autour du monde. Et si je peux faire ça, voilà, je suis très très fière. Est-ce que vous allez pouvoir jouer comme vous nous l'avez montré justement sur, même on peut dire, les 4 dernières transats là, de ces 10 derniers mois, avec ce niveau-là d'intensité, d'engagement des skippers sur une telle durée? Nous, c'est vraiment la question qu'on se pose tous et évidemment vous aussi, mais est-ce que toi, tu penses que c'est possible de maintenir ce niveau d'engagement sur 3 mois? C'est une question que je me pose aussi. Moi, je suis hyper fière parce que j'ai réussi à faire ça sur 2 transats qui étaient assez rapprochés les deux. Donc, c'était un bon exercice au début de l'année en faisant les deux, parce que le deuxième, on commence fatigué. Donc, ça simule un petit peu cette besoin d'endurance, de pouvoir maintenir sur plusieurs semaines. Mais non, on n'a pas encore fait ça depuis 4 ans. Mais la flotte qui a fait le Vendée Globe 2020, et là il y avait une belle match avec une dizaine de bateaux, voire plus. Ils étaient bien capables. Donc moi je me dis, est-ce que je suis capable de faire ça pendant 70 jours, 10 fois ce qu'on a fait sur la Transat CIC? Ça va être dur, mais je pense que quand on a les autres bateaux à côté qui sont en train de faire la même chose, et on est tous dans les mêmes conditions et dans les mêmes... oui, on va tous avoir les petits problèmes, les gros problèmes. C'est sûr que c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on vient de chercher, c'est cette match. Et une fois, quand on les bateaux à côté, c'est une course, en fait, on oublie un peu tout le reste. Mais je pense que c'est bien possible, mais j'ai pas trop envie de voir l'état de nu à l'arrivée. Il va falloir se reposer un petit peu après, je pense. Et alors, le niveau d'engagement, justement, il dépend, tu viens de le dire, de ton entourage direct, de ce que tu as autour de toi, la flotte, de ce que tu peux jouer. Comment placer le curseur au bon endroit? Comment gérer l'engagement et gérer
la skippeuse et récupérer le physique. Ça va être, j'ai l'impression, l'une des clés de ce Vendée, hein. C'est la gestion humaine sur ces bateaux extrêmement sollicitant, extrêmement dur. C'est à celui qui sera le plus lucide, le plus longtemps sur sa gestion perso pour placer les attaques au bon moment. Oui, je pense que c'est là où on va découvrir oui, l'ergonomie des bateaux, comment on peut moins souffrir sur la durée sur nos bateaux, va nous aider oui, à rester lucide, à rester à l'attaque. Et puis aussi, en fait, si on est trop cramé, on peut faire les bêtises qui peuvent coûter les places sur la course, mais qui peut aussi coûter des gros dégâts sur nos bateaux, ou voire pire. Et c'est là où je pense que c'est important de se rappeler oui, c'est bien sûr, c'est top pour regarder le tour de nu, de regarder les autres, le match et tout, mais moi, en tout cas pour moi, je sais comment je dois naviguer avec mon bateau. Et là où je suis super contente d'avoir travaillé très bien avec mon équipe depuis 2 ans sur tout le côté performance, réglage, tous les capteurs, je connais les charges, des alarmes. En fait, j'ai un bible entière pour comment mener mon bateau et je me connais pas mal aussi. Donc je sais, et j'ai un peu essayé de faire ça au début de cette année sur les 2 transats. Il y a des moments où en fait il ne faut pas regarder trop les autres non plus, parce qu'on peut être emmené à faire les bêtises, peut-être se mettre trop dans le rouge, peut-être faire une stratégie qu'on n'avait pas prévu de faire, puisqu'on fait emmené par un groupe sur un endroit qu'en fait on n'avait pas choisi de faire. Donc il y a plein de moments où en fait il faut aussi un peu rester dans sa bulle un peu et en ayant confiance qu'en fait même s'il y avait personne autour de soi, avec en tout cas moi avec mon bible technique de mon bateau qu'on a fait avec l'équipe, si je vois plus personne, je sais que je suis encore capable d'être à 100% et faire les bons choix. Et je pense que c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre le piège de se mettre dans le rouge à cause de trop regarder les autres, mais si on les regarde pas trop non plus, ça peut être pas bien. Donc il faut trouver mettre le curseur bien. Parce que sur le Vendée Globe, à la différence des transats, c'est qu'il y a quand même pas mal de phases où si tu rates le système météo que les autres prennent, tu risques d'être décroché et d'avoir du mal à revenir. C'est un peu la différence, je trouve, avec les transats, non? Sur toutes les courses, ça dépend des métiers. Il peut avoir un train à ne pas rater. Et aussi, il peut avoir une composition de la flotte où on se retrouve tous, même si ceux qui ont eu 500 000 d'avance, et on se retrouve tous dans le même parking. Donc, c'est ça la magie aussi de la course au large, c'est qu'on ne sait pas trop avant qu'on parte ce qu'on va avoir. Donc, il faut être prête à soit appuyer pied au plancher pour pouvoir partir dans le bon wagon. Mais aussi, il faut avoir une bonne analyse du métier pour dire, en fait, là, si je suis à fond, je vais user trop mon bateau et il faut qu'il me reste des voiles pour remonter l'Atlantique. Et de toute façon, là, on va tous se retrouver dans l'anticyclone, dans le Pacifique Sud. Donc là, on peut préserver le matériel à ce moment-là. C'est une question d'analyse avec un bon recul du métier qui n'est pas toujours facile. Mais oui, il y a sûrement les trains à ne pas rater. Combien on passe d'heures par jour sur la météo, sur un Vendée Globe? Sur un Vendée Globe. Après, il y a des jours où on va passer quasiment la journée entière parce qu'il va y avoir des décisions très claires à prendre. Ou il y a peut-être des systèmes à accrocher ou des choix où il faut aller à fond à droite ou à gauche et il y a des points en fait. Moi je mets des points sur ma carte, je note, il faut décider maintenant, il décide ici.
Et donc, il y a des moments où, avant ces points-là, on peut passer les heures et les heures devant le métier, les options, faire que du routage et informatique. Et il y a d'autres jours où, une fois, on est dans un système, et surtout dans les Alizés, par exemple, ou dans le Mer du Sud, où on prend un train, et là, on est dedans, et puis là, on décroche le cerveau, et on appuie, et là, on peut avoir les jours aussi, les jours et les jours où on est dans les mêmes systèmes, et qu'on peut faire un petit pause pour se reposer le cerveau aussi. Donc, c'est pas un truc quotidien tous les jours. Je passe 1h30 ici et 3 heures là, et puis c'est comme ça jour après jour. En fait, ça dépend de où on est et les choix qu'il va falloir faire. Et il faut être très flexible et prêt à passer de. C'est comme aussi, on peut passer les journées entières à être sur un réglage. Donc il y a les jours où il faut mieux être dehors à régler la voile toute la journée parce que le vent est très instable que de passer 3 heures devant le métier. Donc c'est ça aussi où il faut savoir où sont les priorités et c'est pas pareil à chaque jour. Est-ce que tu peux nous parler de ta bulle? Tu parlais de bulle tout à l'heure, il faut rester dans sa bulle, au sens propre comme au sens figuré, parce que ton cockpit est très vitré, donc ça fait vraiment l'effet d'une bulle. Tu es une des rares, je trouve, qui partage son plaisir d'être en mer. C'est transparent, comme ta bulle d'ailleurs, et tu le montres dans les grandes largeurs, parce que ça a aussi était l'une de tes forces dans ces dernières années, c'est de filmer, monter et montrer, faire l'effort de montrer beaucoup ton bateau, là où d'autres cachent le jeu et te donnent vraiment un plan serré sur le visage du skipper, mais pas plus. Parle-nous de cette bulle dans laquelle tu as l'air de te sentir hyper bien. Bah oui, j'ai de la chance et j'ai toujours... dès cette première Vendée Globe où j'ai rendu compte que c'est incroyable et c'est vraiment fait. Moi, je suis faite pour ça. Je dis mais j'ai trop de la chance et c'est presque égoïste de partir tout seul sur les bateaux magnifiques comme Initiative K, de faire une course autour du monde. Il y a les gens qui rêvent de passer 1 heure sur un émoqueur à foil, oui, qui sont prêts à tout faire pour monter sur un de nos bateaux à Lorient juste pour ça. Et nous, c'est égoïste, on va partir 75 jours autour du monde sur ces bateaux incroyables. Et donc moi, j'ai toujours dit, il faut que je partage ça, je ne peux pas garder que pour moi. Donc c'est aussi un peu de... Je ressens un devoir de partage parce que c'est trop cool ce que j'ai la chance de faire. Donc c'est toujours été ça et dès mon premier Vendée, j'ai toujours été suivie par beaucoup des jeunes et pas forcément que des marins, des gens qui découvrent le Vendée Globe puisque c'est le Vendée Globe. Et donc j'essaie aussi de partager... je sais que les fans de voile, ils nous suivent de toute façon, mais j'essaie de partager pour que ceux qui connaissent moins bien la voile, la mer, les enfants, les classes à l'école et tout, c'est cette envie-là. Donc, oui, je m'entraîne comme je m'entraîne à régler mes voiles ou à faire le muscu. Je m'entraîne aussi avec les outils, caméra, smartphone, téléphone satellite, micro. Je m'entraîne à bien faire aussi ce parti de partage. Donc pour moi, la performance, c'est pas que régler mes voiles et la vitesse, c'est aussi la performance que mon projet a une réussite dans tous les domaines. Donc pour moi, la partage, c'est quelque chose où je peux aussi faire une belle performance. Et en plus, le projet Initiative K, le mieux je partage, le plus les gens vont venir, mettre les commentaires, réagir avec moi, envoyer les messages. Et puis avec ça, c'est là où avec un clic, un cas, mes partenaires donnent de l'argent à la cause et les enfants sont sauvés. Donc j'ai un double motivation maintenant pour lever de l'argent. Ce partage est très important.
Et alors, en termes de vie à bord, de ton univers de vie, de cette bulle dont on parlait tout à l'heure, raconte-nous un peu, parce que ça a l'air d'être assez, oui, confortable par rapport à d'autres. Tu as l'air plutôt bien, ça a l'air cosy. Confortable, des IMOCA à foile, confortable. Ben oui, bien sûr, c'est quelque chose que je voulais faire. J'ai eu de la chance aussi de vivre dans la classe IMOCA depuis pas mal d'années maintenant, et de suivre cette évolution des bateaux qui étaient au début, déjà j'avais l'impression qu'ils allaient vite, et maintenant les vitesses ils ont augmenté énorme avec des foils. Donc oui, on a un petit peu plus de violence quand on avance vite. Et aussi le danger. Donc moi, j'ai vécu une collision. Donc il y a deux choses. Le bateau, il plante dans les vagues, donc il s'arrête violemment, même sans taper rien. Mais aussi, on peut avoir des collisions à haute vitesse aussi. Donc pour moi, c'était primordial d'avoir un bateau qui était, je dis pas confortable, c'est plus que je suis dans un endroit protégé. Donc protégé des chocs, protégé des mouvements brutaux, et le plus souvent c'est des arrêts buffets qu'on fait, et protégé des vibrations, du foie, du sel. Tout ça, en fait, le plus qu'on peut se protéger, le mieux on porte. Et moi j'adore ça, je veux pas souffrir parce que j'adore la voile. Donc c'était important. Je sais que je navigue vite si je suis heureuse. Et donc tout ça, ça va ensemble. Donc pour moi, c'était important de me protéger pour être bien, pour pouvoir performer, pour être moins fatiguée, et pour moins avoir peur, parce que si on se sent protégé dans nos bateaux, on a moins peur. Donc c'était un gros travail que j'ai fait avec l'équipe qui était à l'écoute, parce que nous on peut savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi que l'équipe est derrière, parce que parfois eux ils veulent que le bateau va le plus vite. Il dit mais ça c'est trop lourd, ta chaise c'est trop lourd, non t'as pas besoin de deux bannettes, voilà, on a passé 3 mois à essayer de gratter 500 grammes, et là tu nous emmènes un matelas comme ça. Et donc c'est aussi que l'équipe et les skippers, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai la chance avec l'équipe Initiative K, qui sont une équipe qui navigue beaucoup au large avec moi. Donc oui, on a développé le bateau comme je voulais pour que je suis bien installée, et dans le cockpit et à l'intérieur. Donc quand il fait chaud, quand il fait froid, j'ai toujours les super endroits où je suis bien protégée, et que je peux faire la nave, je peux faire des petits montages, je peux faire à manger, et vivre tout simplement, et dormir. Il y a plusieurs endroits pour dormir, et je pense, là je suis hyper contente des transats j'ai fait, je me sens bien dans mon bateau, et j'arrive à pousser le bateau très, très vite, sans trop souffrir de cette violence qu'on a sur les IMOCA. Mais je pense aussi Initiative K, c'est un bateau et là c'est un manoir, et c'est un des bateaux qui est un des premiers SCAO, donc c'est un design de 2020. Et il passe très bien la mer. Pas sur toutes les allures, mais les allures de pourtant, c'est un bateau qui déjà, Sam Manuel, je crois qu'il a vraiment réussi ça, et moi j'aime bien mon bateau dans ces conditions-là. Ça se voit. Oui, je m'amuse bien, mais pour s'amuser, il faut avoir confiance. Et ça, c'est quelque chose où j'ai eu de la chance, parce que j'ai le bateau depuis 2022 et j'ai pu faire beaucoup de milles avec. Donc, toutes les transats, en fait, toutes les courses, même les convoyages, j'ai toujours été à bord. Donc, quand il y a les convoyages veto après des courses transatlantiques, j'ai toujours fait le convoyage veto aussi.
Et toutes les courses, j'ai choisi de les faire toutes pour enquiller des milles. Et en fait, je pense que dans la liste des inscrits, je suis celui qui a le plus de milles parcourus par rapport à tous les skippers. Je confirme, c'est vrai. Sur la joie d'être en mer, le plaisir d'être en mer dont on parle, là, le fait d'être heureux, il y a aussi un aspect sur 3 mois qui joue beaucoup, c'est l'alimentation. C'est un vrai point. Autant sur une transat, on est capable de se priver un peu. Voilà. Comment toi tu as organisé, prévu ces 3 mois d'alimentation où il y a d'un côté l'apport calorique nécessaire pour être efficiente et d'autre part quand même du réconfort, du plaisir. Beaucoup, 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 beaucoup de chocolat. Oui, ouais, ça aussi c'est un travail. L'avitaillement, c'est un travail parce qu'on n'a pas le même goût en mer qu'on a à terre. Donc si on met que ce qu'on veut manger à terre, ça ne marche pas. On est limité en espace, en poids, plus ou moins selon les envies. Et surtout sur ces bateaux qui bougent tout le temps, c'est comme vivre sur une montagne russe et essayer de manger un plat, un pâte bolo sur une montagne russe. Et c'est ça qu'on fait tous les jours. Donc déjà, que d'arriver à mettre de l'eau dans l'eau chaude dans le plat sans se brûler, ça c'est un défi. Donc manger, c'est déjà préparer à manger, c'est pas facile. Et puis il va à manger pendant qu'il est chaud, parce que souvent quand on prépare ça, il y a un truc qui arrive, on est obligé d'aller dehors, régler, et puis quand on revient, elle est froide. Et puis il faut que le plat passe du bol jusqu'à la bouche, sans y décorer l'intérieur du bateau. Donc tout ça, il faut avoir les bons ustensiles, les bonnes bols, voilà, tout ce qui pour essayer de limiter, repeindre le bateau chaque fois on essaie de faire à manger. Et puis manger, et puis en fait sur quelque chose qui bouge tout le temps, on est tendu et crispé et parfois ça tape tellement fort que toutes les abdos sont tellement serrés. Moi j'ai l'impression que j'avale que ça descend pas parce que il faut se tenir en fait pour pas se faire secouer sur nos bateaux. Donc déjà pour arriver à tout faire ça, donc il faut bien choisir des choses qu'on a envie de manger parce que déjà c'est très compliqué en soi. Et puis oui, la relation, est-ce qu'on prend que des livres lisés parce que c'est le plus léger ou on prend les choses qui font plaisir. Et moi c'est plutôt je travaille avec des nutritionnistes. Il faut avoir beaucoup d'énergie parce que naviguer sur nos bateaux, ça consomme beaucoup de calories. Et puis avoir assez de choses variées. Mais pareil, j'ai beaucoup d'expérience et des choses que je ne peux plus manger parce que j'ai trop mangé sur les tours du monde, les mêmes plats. Mais oui, j'ai des bons astuces et j'aime bien aussi de participer dans cet avitaillement. Le choix, les courses, comment es-tu paqué en fait dans le bateau puisque il faut se retrouver aussi dans les sacs de nourriture et on n'a pas forcément envie le plat qu'on a mis pour lundi, le jour 35, quand le jour 35 arrive, donc il faut aussi savoir tout ça. Ça, c'est une vraie gestion, hein, on ne se rend pas compte. Mais c'est une vraie, d'une part logistique évidemment, mais après au sein du bateau, dans l'univers du bateau assez contraint, la gestion de la nourriture et des sacs, tu en parles, d'une part parce qu'il faut les matosser régulièrement, et puis parce que on peut passer un Vendée Globe à chercher là où l'équipe a rangé l'huile d'olive. Ouais, et on peut aussi, et ça, moi j'ai quelques anecdotes, donc on peut aussi avoir le malheur d'avoir une boîte de sardines qui s'explose dans une sac de 10 jours de nourriture. Et quand toute la nourriture pour 10 jours est repeinte avec de l'huile de sardine
qui a explosé, mais on n'a pas vu tout de suite. Donc ça fait une semaine que ça se marine dans les températures entre 27 et 28 degrés dans le bateau. Là, on a 10 jours de nourriture qui a un goût d'huile sardine pourrie. Donc il y a beaucoup de choses à gérer avec ces sacs de nourriture, le matissage et oui, vous retrouvez quand il n'y a plus de papier sur le rouleau de papier toilette et que le prochain rouleau est au fond du tas des 15 sacs tout à l'arrière du bateau, il faut tu les sortir pour chercher le nouveau rouleau de papier toilette. C'est la déception. Donc oui, il faut bien maîtriser chacun l'organisation de ça et le rangement. Et maintenant aussi dans le bateau, et c'est ça que j'ai trouvé d'aller chercher le sac de nourriture. Si le bateau est lancé à 25 nœuds, on se met en danger en fait à aller au fond du bateau pour chercher le sac. Donc aussi c'est une question de gestion de là je vais partir pour 5 jours à fond les ballons où les déplacements dans le bateau sont difficiles. Donc je vais besoin en fait mes prochaines 5 jours de nourriture à portée de main à côté de mon siège idéalement. Donc en fait la nourriture, logistique de nourriture c'est couplé avec les provisions météo et le routage. Pour être sûr qu'on se retrouve avec assez de nourriture à portée de main, puisque parfois c'est trop compliqué d'aller chercher. Quels souvenirs, toi, tu gardes? Quelles images, quelles histoires, quelles éditions t'ont marqué en tant qu'observatrice? En tant qu'observatrice, en fait, moi, j'ai pas de souvenir du premier Vendée Globe non plus, puisque dans ces années-là, j'étais ado en Angleterre. Et puis en Angleterre, le Vendée Globe n'était pas dans le média. Et moi, on suivait les courses autour du monde en équipage, donc the Ocean Race, the Whitbread Around the World Race. Donc j'ai pas trop de souvenirs des premières éditions du Vendée Globe, malheureusement. Donc j'ai découvert ça en 2008, parce qu'avant de partir sur mon premier Vendée Globe, j'étais tellement on est dans l'inconnu, donc on est à la recherche des infos. Et je pense que ça me manquait un peu le côté qu'il y a beaucoup des concurrents qui étaient les concurrents français qui rêvent du Vendée Globe parce qu'ils ont suivi ça quand ils étaient petits. En fait, moi, j'avais pas toutes ces images, ces histoires et tout ça. Et du coup, en 2008, je m'appelle avant le départ, dans les 2 semaines avant de partir au Sable d'Olonne, mais le soir, quand je rentrais chez moi, je regardais les films des anciens Vendée Globe et je regardais les films je pense c'était des choses qui m'a marqué. Forcément, c'était parce que je partais sur le même bateau, mais il y avait Michel Desjoueux qui pleurait parce qu'il ne pouvait pas réparer son moteur, il était pas loin de Cap Horn et le moteur ne démarrait plus, il n'avait plus d'énergie. Mais ça m'a traumatisée de voir ces images-là, parce que je me dis, mais si Michel Desjoueux, il pleure pendant un Vendée Globe, mais moi, je ne vais jamais réussir à... Comment je vais faire, moi? Donc, c'était un peu décalé, parce que c'était... il avait déjà gagné quand je regardais ces images-là, et donc ça m'a oui, j'ai quelques images comme ça. Forcément, quand on regarde Yves Parlier qui 10 mètres et qui réussit à remater. Moi, maintenant, j'ai vécu un 10 mètres, j'en ai mon cœur. Et déjà, j'étais fière d'avoir réussi à gérer moi-même un 10 mètres, mais moi, j'ai pas réussi à remettre la main dans mon bateau. Et quand on regarde ça, je dis, moi, ça me fait... il y a des gens qui sont des histoires. Et c'est là où, quand on fait le Vendée Globe, on se rend compte, en fait, on est bien capable d'aller au-delà des limites qu'on pensait ou des capabilities qu'on pense qu'on a. En fait, on peut faire, mais loin plus que ce qu'on imagine, on est capable. Ces histoires-là.
Donc oui, j'ai quelques-uns, mais pas énormes non plus. Et alors des images de ceux que tu as courus, qui ne te concernent pas forcément toi, qu'est-ce que tu as gardé de ces 3 éditions? Dans les 3 éditions, j'ai couru, voilà, 2008, les choses qui m'ont marqué, c'était peut-être, oui, la dureté des casses, des abandons. Souvent, c'était les bateaux qui étaient pas loin de moi à chaque fois. Donc, il y a Bernard Stam qui s'échoue. Ouais, il essaie de faire une escale avec Kerguelen, ça finit en drame. Loïc Perron qui dit mat, et Mike Golding aussi. Et puis, il y avait ce qui m'a beaucoup marqué, Yann Elias qui casse sa fémur. Pareil, il est pas loin, il est devant moi, pas loin, et je vais. Donc, j'ai été appelée par Denis Auro, le directeur de course, donc j'ai foncé. J'ai jamais navigué aussi vite que ce jour-là parce que j'avais tellement peur. Et en imaginant Yann tout seul dans son bateau avec une jambe cassée, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et, tout ce que je peux faire pour aider, mais comment on peut faire pour aider quelqu'un qui a une jambe cassée quand on est déjà tout seul sur un autre bateau assez loin? Donc ça, heureusement, ça s'est bien fini, mais donc j'ai été déroutée. J'ai fait un peu de traduction puisque c'est les Australiens qui sont venus. Heureusement, ça s'est bien fini, les Australiens qui sont venus le chercher. Donc ça, cette histoire m'a beaucoup marqué. Et puis Jean-Luc Ham qui chavire, pareil, ça m'a énormément marqué parce que j'étais un peu derrière, mais pas énorme. Donc j'imagine quand il chavire, je me dis, mais si ça m'arrive maintenant, je ne sais même pas où il est mon petit pièce et il est matessé quelque part. Ouais, ça m'a... Donc en 2008, j'ai vécu tous ces drames un peu en passant à côté avec l'étoile qui me suivait au-dessus de moi de chance. Et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Et aussi, j'en ai qu'un, mais après, j'arrive fond balle. On a juste en position, dernière position d'un bateau chaviré qui, heureusement, c'est bien fini aussi. Donc, il n'était plus à bord. Et moi, j'ai 10 boules derrière et j'ai passé 1 jour et demi sur le pont avec le mast de ski à essayer de regarder devant parce que j'ai peur d'RT, en fait, sa coque qui avait tourné, qui est impossible à voir. Il y avait 8 mètres de creux. Donc oui, 2008, il y avait beaucoup de tous ces drames qui se passent autour de moi et ça m'a beaucoup marqué. Plus après, du coup, parce que pendant, on gère ce qu'on peut et puis on est en train de gérer son bateau, mais ouais, après, c'était peut-être le fait d'être sur l'eau à côté de tout ça, ouais, j'étais plus proche de l'histoire et ça m'a plus touché peut-être. Non, mais ça reste une édition marquante de ce côté-là, ça c'est indéniable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une belle performance dans le match et en sauvant beaucoup d'enfants pour Initiative K. Eh ben, c'est tout ce qu'on fait. Merci beaucoup.